Bonjour et bienvenue sur cette chaîne destinée aux avocats exerçant à distance et bien sûr à toutes celles et ceux qui s'intéressent au monde du droit. Je suis Juliana Colorado, avocate au barreau de Paris et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer l'un de mes collègues et amis, Charles Laroche. Je peux parler de Charles parce que je le connais bien. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans déjà au sein du master en droit international privé à Assas, au cours duquel Charles brillait déjà lorsque les questions de philosophie du droit étaient posées. Et nous nous sommes par la suite retrouvés lorsque nous nous sommes devenus avocats. Après quelques années d'exercice, Charles a quitté la profession, mais il n'a pas quitté l'un de ses attributs essentiels qui est l'art oratoire. Okay, il est aujourd'hui auteur et a écrit Briller à l'oral et Petit manuel de mauvaise foi. Et surtout, il est un nom reconnu dans la question de l'art rhétorique. Alors, il a enseigné à Eloquentia, tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure, et à Sciences Po, et a coaché de nombreuses personnes dans l'art oratoire. Et même si ça n'a rien à voir, je lis également sur Twitter, Charles, que tu es grand fan de Roger Federer. Ouais. Je ne vais pas spoiler un peu plus et je te laisse prendre la parole pour que tu te présentes, ainsi que les divers projets sur lesquels tu travailles dernièrement, et en quoi la maîtrise de l'art oratoire est traditionnellement essentiellement à l'avocat. Tout d'abord, merci Juliana pour l'invitation. C'est vrai que ça rappelle de longs souvenirs. Tout d'abord, en fait, sur le rôle et l'importance de l'art oratoire dans la profession d'avocat, je pense que déjà par notre expérience commune, toi et moi, on peut dire que la parole, ça a été au centre de tout un tas de négociations et de plaidoiries qu'on a dû faire ensemble. Dans tous nos dossiers, en fait, à un moment clé qui est soit la plaidoirie, soit le moment où on va créer quelque chose, un contrat, une société, là, il y a un rapport avec le client qui s'installe et qui passe essentiellement par l'argumentation et par la parole. De toute façon, la rhétorique, les arts oratoires sont nés quelque part avec la profession d'avocat. C'est peut-être la première profession qui a dû réfléchir au sens de sa parole et au code qu'il faut mettre en place pour réussir à convaincre de la manière la plus efficace possible. Donc voilà, en fait, tout ça permet de dire une chose, c'est que avec Juliana, on a travaillé sur des dossiers et c'est aussi avec ces dossiers qu'on a appris à être meilleur en argumentation et aussi à être de meilleurs orateurs. Super. Donc, effectivement, l'art oratoire est particulièrement attaché à la profession d'avocat. Donc, avant de commencer avec les différentes questions que j'ai prévues pour toi, je voudrais un petit peu présenter tout ce qui est l'entrée des thèmes de notre interview aujourd'hui, qui est en fait l'art oratoire à l'ère digitale. Euh, donc, c'est une question d'actualité aujourd'hui puisque c'est une question très abordée pendant le confinement, les divers confinements qu'on a eus pour les avocats. Mais c'est une question, en fait, la visioconférence n'est pas apparue que maintenant, elle est apparue dans la justice française dans les années 90. Et depuis 2007, plus précisément, dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, le ministère de la Justice a doté les juridictions et les établissements pénitentiaires de systèmes de vidéoconférence. Et il a incité à l'intensification de leur utilisation dans le but de réduire le nombre d'extractions des personnes détenues appelées à comparaître en audience. Donc, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que les sociologues se sont déjà interrogés à l'époque sur les effets de ce nouveau dispositif technologique sur les pratiques des acteurs du monde judiciaire. Donc, je mettrai en description le lien de mes recherches pour ceux qui ça intéresse. Les recherches sociologiques montrent qu'il y a en fait, contrairement à une interaction face à face, des problèmes interactionnels, par exemple l'organisation des tours de parole, l'orientation corporelle, les regards pour la coordination des interactions. Et ils ont mis en évidence que la manière dont la visioconférence modifie l'organisation des interactions des personnes et l'importance de l'objet technique, de l'objet, la télévision, la vidéoconférence en elle-même, l'ordinateur, etc. La place de l'ajustement des dispositifs, par exemple. Donc, j'ai une petite image que je voulais partager. Alors, je voulais vous montrer alors ce qui change entre
une audience normale dans une chambre d'instruction en face à face, on va dire, et une chambre d'instruction avec visioconférence. Alors, cette photo date un peu, mais je pense que c'est un peu la même chose. On voit que la disposition change un peu. Donc, je vais zoomer. Ça, c'est là, il y a à gauche le box des prévenus et à droite la table à laquelle s'assoit le greffier et les 3 magistrats du siège. Et pour faire la différence avec la salle de vidéoconférence, là, les magistrats se placent debout et face à l'écran. Donc, c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance et Charles va nous expliquer un petit peu plus tout à l'heure comment ça change ces interactions. Il y a donc plein de questions effectivement qui sont essentielles d'un point de vue procédural concernant les droits de la défense. Par exemple, qui doit apparaître à l'écran, quand commence l'audience vraiment, comment avertit-on du début de l'audience, qui décide de ce qu'on filme et comment, peut-on zoomer ou non. Par exemple, on imagine que si on donne la possibilité de zoomer, elle sera donnée uniquement au tribunal et on envisage mal la possibilité pour le mis en cause de zoomer sur le président, le parquetier ou la victime. Mais alors, est-ce que si on donne au magistrat la possibilité de zoomer sur le prévenu, quid de l'égalité des armes en fait? Voilà, parce que le magistrat, il va pouvoir scruter son visage à la recherche, par exemple, d'un élément indiquant qu'il aurait menti. Il y a ensuite aussi une sacralisation des audiences et une solennité des audiences publiques. Par exemple, Charles, j'imagine que tu te souviens quand on allait en audience, voilà, on débute avec Mesdames, Messieurs, la Cour. Il y a une solennité, c'est très sacré. Où l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Ça, en vidéoconférence, toute cette solennité a tendance à disparaître. Ou alors, est-ce qu'il faut inventer de nouveaux rituels? Donc, il y a pas mal de problématiques très importantes pour plaider à distance via vidéoconférence, des questions qui touchent au fondement même de notre profession. Mais je voudrais me concentrer sur un aspect plus particulier, donc, qui est l'art oratoire. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a dit, et j'ai trouvé cette phrase très parlante, que la visioconférence est un affaiblissement des droits de la défense en ce qu'elle met fin à la présence physique du comparant, qui est aussi un moyen d'expression. Donc, la présence physique n'est pas un accessoire à l'expression, mais un moyen d'expression en elle-même. Alors Charles, est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés sur l'art oratoire classique présentiel et sur l'importance de la présence? Alors, je pense que justement, cette phrase résume les données du problème par rapport à la comparution par visioconférence et la différence qu'il y a entre une audience par Zoom et une audience solennelle. C'est que quand on parle, on n'est pas simplement juste des idées, des structures, on est aussi un corps, on a aussi une voix. Et on commence à être jugé, on commence à apprécier un discours, non pas à partir du moment où on commence à écouter, mais on commence à voir. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale qu'on perd justement avec la visioconférence. Si on revient à l'essentiel, c'est-à-dire juste quels sont les fondements de la parole, de l'art oratoire. Ben en fait, un bon orateur, c'est celui qui va pouvoir jouer sur 3 axes de persuasion. C'est celui qui va réussir à apporter des arguments de raison, c'est celui qui va prouver sa crédibilité, mais c'est aussi celui qui va jouer sur les sentiments humains. C'est ce qu'on appelle le pathos. Et toute cette dimension, en fait, est complètement neutralisée par la caméra. C'est exactement le même problème qu'on a entre regarder du théâtre à la télévision et regarder du théâtre dans une salle de théâtre. Là, tout change. Et là, c'est pareil, en fait, avec la visioconférence. Imaginez, en fait, une salle d'assises, une comparution aux assises uniquement par visioconférence. Il y a toute cette dimension, et c'est ce que tu as dit, c'est la dimension un peu sacrée, un peu théâtralisée de l'exercice qui va disparaître. Les jurys ne pourront pas voir dans les détails, en tout cas avec la même exactitude, les émotions de l'accusé. Ils ne pourront pas apprécier éventuellement de la sincérité des regrets, de la sincérité des aveux, des remords qui sont exprimés. Toute cette dimension, en fait, qu'on peut voir en face à face va disparaître. Et pour revenir, du coup, à nouveau, à travers cet exemple sur les fondamentaux de la parole,
on ne peut pas réussir justement à jouer sur les passions, jouer sur les valeurs, jouer sur les émotions avec la visioconférence, avec la même efficacité. Le but, quand même, avec le temps, ça va être d'y parvenir. Parce que malheureusement, la période est ce qu'elle est, et donc on va être un peu obligé d'appréhender ce nouvel objet qui est la webcam, en fait, pour l'exercice de la profession d'avocat. Maintenant, sur l'art oratoire, le but, ça va être d'utiliser la rhétorique qui est, si vous voulez, une machine, des outils qui ont réussi à s'adapter à la radio, à la télévision, au cinéma et à Internet. Maintenant, il va falloir l'adapter à un nouvel objet qui est la webcam et Zoom. Oui, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, il y a tout ce que tu as dit. Il y a aussi, par exemple, j'avais vu dans l'un de tes entretiens que tu parlais, par exemple, du langage des mains, de l'importance de créer des silences et tout ça. Est-ce que tu penses que ça, on va pouvoir le refléter aussi par vidéoconférence? Est-ce que c'est quand même des outils qu'on va quand même pouvoir garder, tout ce qui est, voilà, pour convaincre un peu plus? Est-ce que c'est des techniques qui peuvent marcher aussi, à ton avis? Alors, c'est vrai que pour faire une piqûre de rappel, en fait, dans la compréhension d'un message, tout ne passe pas que par les idées et par les mots utilisés. L'essentiel de l'information, l'essentiel de la manière dont on perçoit un message passe par le corps et passe par la voix, ce qu'on appelle la prosodie, les inflexions. Et c'est une idée instinctive, mais en réalité, elle se perçoit très facilement. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un dans la rue, avant même qu'il commence à parler, vous allez savoir si la personne est anxieuse, heureuse, contente d'être là, parce que vous allez voir un sourire, vous allez voir des inflexions du visage, du regard, etc. Et même dans la voix, vous pouvez voir si, par exemple, une déclaration d'amitié est sincère ou pas. Et ça, c'est quelque chose de très instinctif, mais que vous perdez en partie à l'écran. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à parler avec les mains sur Zoom, etc. J'ai envie de dire, tout dépend de la manière dont on va utiliser et s'approprier Zoom. Et ça va peut-être passer par une meilleure compréhension aussi de l'outil technique. C'est-à-dire que la plupart des gens, il faut bien le dire, ne savent pas utiliser Zoom. Et même moi, je ne suis pas sûr de savoir l'utiliser à 100% de ses capacités. Et c'est normal parce que c'est quelque chose, si vous voulez, Zoom, Skype, on l'utilisait quasiment pas. Zoom, on ne savait pas ce que c'était avant le confinement. Pareil pour Google Meet. Donc, on commence tout juste à apprivoiser ce nouvel élément. Je pense que tout le monde aussi a fait face à cette difficulté pendant le confinement en tant qu'avocat, mais pas que. C'est que pendant très longtemps, on faisait tout par téléphone. Et puis à partir du moment donné où on a eu Zoom pendant le confinement, tout le monde voulait se voir, même pour des Ouais, choses qui pouvaient très bien se faire par téléphone. Donc il faut quand même qu'on s'adapte à cet élément. Et je pense qu'il y a plusieurs pistes qu'on ouais. pourrait se donner à l'avenir, en tout cas. Et c'est plus facile pour les nouvelles générations, mais voilà, plus on parle voilà, des générations plus anciennes, ils ont forcément plus de mal avec les outils technologiques, etc. Donc, il y a Ah, un vrai problème de formation, enfin, pas problème, mais il y a un vrai, comment dire, il doit y avoir un souci de formation des magistrats, des greffiers, de tout le monde en fait. Non, mais quel que soit l'âge. Euh, Moi-même, alors là, nous hier, par exemple, on était en train de faire des essais. Combien de temps on a mis? 1 heure pour pouvoir trouver le son, pour pouvoir, pour pouvoir bien faire une configuration. Ça, il n'y a pas ce temps-là en audience. je pense qu'il y a deux choses à se dire de ce point de vue-là. La première, c'est que alors, je pense que ne faut pas marquer comme étant vieux toutes les personnes qui ne savent pas utiliser les technologies. Je pense qu'au-delà du rapport à la technologie, il y a aussi le rapport à l'image. Et bon, c'est vrai que les toutes dernières générations qui viennent d'arriver, en gros, sont très à l'aise parce qu'ils ont Oui, toujours été habitués à se filmer avec un smartphone. oui. C'est pas encore notre cas. Nous, on était la dernière génération des 3310, donc on n'était pas à l'aise avec ça immédiatement. Ouais. Donc ça, je pense que avant Et même ça la évolue technologie, tellement vite, en fait, c'est impressionnant. exactement, c'est avant même le rapport à la technologie, il y a le rapport à l'image. Ensuite, sur la technologie en elle-même, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à appréhender sur les paramétrages des vidéos, la possibilité d'adapter la luminosité, d'utiliser peut-être même une caméra de meilleure qualité pour filmer des entrevues. Et là aussi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il vaut mieux peut-être d'abord appréhender les réglages avant de se filmer n'importe comment. Parce que toujours dans l'idée de ce que j'exprimais tout à l'heure, qu'un orateur commence à être jugé non pas quand il commence à parler, mais quand il commence à être vu, je peux vous dire que quand une réunion Zoom commence et qu'on voit une vidéo prise par en dessous, par au-dessus, une luminosité horrible, des contrastes, etc., la personne mal coiffée, je pense que déjà instinctivement, c'est un préjugé et que peut-être qu'il sera démenti par la suite. Mais le premier préjugé que vous avez par rapport à la personne que vous commencez à voir, c'est
ça va être long, il ne sait pas utiliser son truc, ça va être horrible. Donc, en fait, mettez peut-être toutes les chances de votre côté en essayant d'apprivoiser le plus possible cet outil parce que malheureusement, on va devoir faire avec pendant quelques temps. Oui. Et donc, dans l'étude que j'ai lue des sociologues, et je partage l'écran parce que j'ai trouvé ça assez drôle. Ils ont été autorisés à justement faire cette étude, ce qui n'était pas à l'époque, ce n'était pas autorisé. Je vais partager là le dialogue, mais c'est exactement, c'est sur la question d'être à l'aise donc avec les outils technologiques. Donc, le président utilise la télécommande pour diriger la caméra vers l'avocat. Et là, il commence à parler. Donc, ça serait pas le cas dans une audience normale. Je vous montre à l'image. Donc, il jette un coup d'œil vers l'avocat, se repositionne vers l'écran. Excellent conseil, Maître Martin. Il a fait le déplacement depuis Nantes. Il y a beaucoup de et puis, donc, tu vois à quel point ça casse en fait la solennité des audiences. Et donc, je voulais partager également pendant le confinement, pendant le premier confinement, il y a eu, outre donc ces problèmes techniques, il y a une réelle appréhension de la part des avocats à aborder une audience vidéoconférence. Moi, pour ma part, j'exerce toujours un peu en contentieux, un peu moins aujourd'hui, mais je n'ai pas encore eu ce défi de faire des audiences vidéoconférence. Je pense que c'est un vrai défi. J'ai pris un extrait de ce que se disaient les avocats entre eux pour se reconforter. Alors, c'est dans un groupe, j'ai anonymisé bien sûr pour, pour préserver la confidentialité. Mais donc l'un des avocats disait « Mardi, j'ai ma première audience en visio depuis chez moi devant le tribunal administratif pour mon client retenu en CRA. » Donc imaginez l'importance quand même de cette audience parce que c'est un centre de rétention administrative. Il en va des libertés fondamentales d'une personne. Donc voilà, c'est un enjeu très important, il le dit. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui ont déjà pratiqué la visio? Alors, il y a un confrère qui dit demander à vous entretenir avec lui avant l'audience, ils oublient. Il y a quelqu'un qui a dit ça m'est déjà arrivé, c'est un exercice surprenant que de plaider sans voir la moindre réaction. Il va falloir s'y faire, je crois, que des techniques nouvelles de communication vont en émerger. Et il y a un autre avocat qui a dit j'ai trouvé ça difficile, on a l'impression de parler tout seul. Parce que c'est vrai que le public, voilà, quoi, il y a un vrai lien, comme tu disais tout à l'heure. Et il y avait un léger décalage. Donc, en plus, si on doit plaider avec des soucis techniques, ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a un grand frère qui a terminé avec une note d'humour, et c'est pour ça que j'adore les groupes. Parce qu'il a dit, si tu es en costume en haut et en short tongue en bas, ne te lève sous aucun prétexte, tant pis pour le facteur. donc voilà, ça c'est les appréhensions de nos confrères lors de la vidéoconférence. Et je voulais donc te demander, Charles, tu as donné déjà quelques clés, quelques techniques pour améliorer l'impact d'une plaidoirie. Est-ce que tu as d'autres clés pour améliorer l'impact d'une plaidoirie, surtout à distance? Alors, ce qui est marrant en fait dans tous ces témoignages, c'est que même encore aujourd'hui, on voit à peu près les mêmes choses parce que les élections américaines en ce moment donnent lieu à de gros contentions entre les équipes Trump et Biden. Et par exemple, toutes les audiences qui ont lieu dans le Michigan notamment sont en visioconférence sur Zoom. Et donc, on voit que les avocats américains qui payent quand même et qui facturent quand même à haut niveau ont les mêmes difficultés que les Français. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et même les juges aussi, on voit qu'ils ne sont pas encore très à l'aise avec la technique parce qu'ils utilisent des fonds numériques verts qui ne sont pas forcément les plus beaux. Et donc, on les voit parfois apparaître, disparaître. C'est assez marrant à voir. En tout cas, sur les techniques, sur l'appréhension de l'exercice, alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est peut-être faire un petit investissement technique et en tout cas, en amont, vérifier si sa webcam tient le coup. Parce que là, il faut savoir qu'avant 2020, la webcam, c'était un objet un peu délaissé, hein, c'est-à-dire qu'on avait quand même un outil de visioconférence, mais qui n'était pas utilisé au maximum de ses capacités. Maintenant, ça peut valoir le coup
d'investir dans une caméra qui soit en 720p, soit en 1080p. Alors, peut-être pas forcément 4K parce que ça ne tient pas forcément le coût des connexions, mais à investir dans une caméra qui surtout va vous permettre d'avoir un meilleur angle de vue. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en 2019, pour des raisons de protection de la vie privée, certains ordinateurs proposaient même des webcams dans le clavier, mais ce qui fait une vue par en dessous. Donc, l'idée, c'était de pouvoir la cacher pour protéger la vie privée. Et maintenant, on s'aperçoit quand même que c'est un outil important. Donc, ça, c'est le premier truc. Et surtout, en fait, avoir sa propre webcam séparée par USB, ça va vous permettre de faire un truc qui est aussi important d'un point de vue technique, pour apprendre à faire de la réalisation, c'est de surélever la webcam. Parce que ça, actuellement, la plupart, enfin, si vous mettez par exemple un ordinateur portable, parce que je pense que la plupart des gens maintenant, surtout les avocats digitaux, ont un ordinateur portable. Si vous le posez sur le sol, évidemment, la première chose qui va se passer, c'est que votre ordinateur va être légèrement penché et surélevé, on va vous prendre nécessairement par au-dessus. Ce que vous faites, c'est que vous allez prendre des livres et vous allez surélever votre ordinateur pour que la webcam soit au moins au même niveau que vos yeux. Ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir un angle de vue qui sera beaucoup plus solennel. N'hésitez pas aussi à écarter l'ordinateur pour qu'on vous voit en plan américain, un petit peu plus large. Comme ça va vous permettre d'avoir une gestuelle minimaliste et de parler un tout petit peu avec les mains. Dernier truc technique, c'est l'éclairage. Et alors, n'importe quel YouTuber vous dira que c'est l'aspect le plus fondamental quand vous tournez une vidéo. N'hésitez pas en fait à jouer et du coup à tester les différents éclairages de votre appartement pour vous apaiser sur le meilleur jour possible. Et ce qui peut vous aider, c'est aussi d'apprendre à aller dans les paramètres Zoom, Skype et Google Meet. Et il y a même des possibilités d'ajuster par l'algorithme automatiquement votre caméra sur les environnements sombres et aussi, alors même ça c'est pour ceux qui sont un peu coquets, mais je ne recommande pas à 100%, même de flouter légèrement votre apparence pour cacher les cernes. Alors ça c'est vraiment juste pour la coquetterie ultime, c'est pas non plus, c'est quand même bon de le savoir. Mais tout ça pour dire que c'est aussi des choses qui vont vous permettre techniquement de mieux appréhender votre zoom sur l'image, aussi sur le son. Si vous avez un micro, ça c'est mieux, parce que aussi ça n'importe quel youtubeur vous dira aussi que le son c'est l'élément le plus important. Et ça vous permettra de mettre le juge dans les meilleures dispositions possibles pour vous écouter. Parce qu'il y a un truc qui est vrai sur le Zoom, et ça je pense que tout le monde l'a vécu pendant le confinement, ça demande beaucoup de concentration. Et pour une raison que je ne saurais pas expliquer, il y a peut-être plein de pistes possibles, mais je pense que tout le monde l'a vécu, c'est un Zoom d'une heure avec un client, c'est lessivant. Beaucoup plus que quand on le voit en vrai. Parce qu'on doit se concentrer sur un écran, on doit se concentrer sur quelque chose qui n'est pas naturel, et donc si vous facilitez le travail pour le juge en utilisant bien la caméra, bien le son, peut-être aussi le partage d'écran, c'est-à-dire peut-être en apprenant à être un peu plus pédagogue, en utilisant toutes les fonctionnalités pour faire presque un mini PowerPoint, alors je pense que vous allez réussir à mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, ça c'est pour l'exercice de la plaidoirie. Après, je pense aussi qu'à la marge, il y a d'autres exercices qui vont être beaucoup plus compliqués sur Zoom. C'est par exemple la négociation. Et je pense que là, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Juliana, mais c'est peut-être un aspect où le téléphone et l'écrit restent maîtres, parce que je pense qu'une négociation par Zoom devient très difficile. Alors, je pense qu'il faut avoir une véritable maîtrise de la poker face, on va dire. Par téléphone, on est peut-être plus effectivement capable de nuancer sa voix, de maîtriser sa voix, etc., sans que l'autre voit, parce que la négociation, il y a aussi une partie de bluff, il y a une partie de cacher vraiment ce que ton client… Par exemple, si l'autre personne dit un chiffre et que ton visage s'illumine… Ah oui, oui, c'est ça que je voulais en fait pour mon client. Et ben ça va gâcher un peu ton bluff, on va dire. Mais je pense que ça, c'est peut-être un problème commun au face-à-face en négociation. Il faut avoir une certaine présence et un certain contrôle de soi. Moi, j'ai un visage très expressif, donc mes pensées se lisent sur mon visage. Je pense que c'est un exercice oratoire. Enfin, je pense que tu fais aussi du coaching justement pour les négociations, pour les entretiens d'embauche, etc. Là, on parle spécifiquement de l'art oratoire pour les plaidoiries via vidéoconférence. D'ailleurs, petite note, je ne sais pas si Zoom, c'est vraiment l'outil technique qu'ils utilisent. J'imagine qu'il y a des outils techniques propres à la profession.
Pour l'instant, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas eu à avoir à faire à cela. Maintenant, ça pose un problème parce que justement, on n'est pas tous formés à ça. Moi, si on me dit demain, il faut que vous fassiez l'audience vidéoconférence, je pense qu'il y a toute une appréhension effectivement qu'on va avoir et que ça va se sentir et qu'on va peut-être être moins impactant que lors d'une plaidoirie normale, lors d'une plaidoirie classique. Maintenant, je sais que malheureusement, nos confrères ont énormément de difficultés aussi aujourd'hui dans le contexte en présentiel parce qu'ils doivent souvent plaider avec le masque. Et alors, imagine l'expression, enfin la voix normalement, elle doit porter pour convaincre. Toi qui fais les concours d'éloquentia et tout ça, j'imagine que c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez beaucoup. C'est-à-dire que là, justement, on arrive à un point où, quand on appréhende la question de la vidéoconférence, il ne faut pas être forcément que critique et que négatif. Parce qu'il y a peut-être aussi des aspects qui peuvent être intéressants pour les avocats, justement, et c'est pour ça qu'il faut que l'exercice soit appréhendé. Il ne faut pas avoir d'appréhension. Et si tu veux, là, quand on regarde l'autre alternative qui est plaider avec des masques, eh bien, on peut se dire que la vidéoconférence, par exemple pour les affaires civiles, est peut-être beaucoup plus intéressante que d'aller dans un tribunal où on va rester pendant 5-6 heures, ce qui déjà d'un point de vue sanitaire est quand même pas la meilleure situation du monde. Et souvent pour plaider un dossier qui est dans une procédure écrite et où la plaidoirie n'aura pas une valeur ajoutée extraordinaire. Donc au fond, pouvoir juste exprimer simplement quelques observations bien ciblées par vidéoconférence peut être plus intéressante que parler avec un masque. Parce qu'effectivement, plaider avec un masque, faire un discours avec un masque, est un exercice qui est très désagréable parce que forcément, quand on parle, il y a un moment donné où on aspire, donc on est un peu dans l'obligation d'avoir ce masque qui fait un espèce d'accordéon Oui, permanent, voilà, j'ai ici, vu une etc. consoeur qui a eu une hyperventilation justement. Voilà, et puis il y a l'aspect aussi un peu anxiogène qui est renforcé. L'autre aspect aussi sur lequel je voulais quand même insister sur Zoom, sur le fait que ça peut avoir un avantage, c'est que ça fait gagner du temps. Parce que Exactement. je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, si tout le monde se souvient, mais par exemple, l'appel des causes. Vous allez dans un TI, c'est un tribunal d'instance, vous avez un appel de cause de 3 à 4 heures, un truc interminable. Bah, au moins, avec le Zoom, vous pouvez faire autre chose. C'est-à-dire que vous voyez sur Zoom ou n'importe quel autre Oui, service. j'imagine qu'on est appelé à une heure précise et Alors, voilà, on se connecte à une heure précise. Donc, effectivement, on n'est pas. à la limite, soit vous êtes à une heure précise, mais soit vous avez votre ordinateur et vous pouvez travailler sur autre chose. Et en réalité, ça peut être un gain de facturation considérable. Et même pour le client final, vous pouvez très bien imaginer que pour lui, c'est aussi, ça rationalise les coûts. Donc, on ne peut pas totalement dire que Zoom est un outil inutile. Et alors, je parie que dans un an, quand le vaccin sera arrivé, on sera retourné à la normale et qu'on reviendra au monde d'avant, y compris du point de vue de la plaidoirie. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que ça pourrait être une bonne chose pour certains dossiers très Oui, spécifiques. Par exemple, vous avez une procédure écrite devant un tribunal de grande instance et vous savez, par exemple, je sais pas, vous pouvez imaginer ça en assurance, en construction, etc., où la plaidoirie a une très faible valeur ajoutée parce que vous ne pouvez pas vous détacher de vos écritures, eh bien peut-être qu'on pourrait imaginer un système où le président du tribunal va consacrer 45 minutes à la plaidoirie, aux plaidoiries des différentes parties par Zoom, en demandant vraiment spécifiquement de s'orienter sur les orientations. Ça fera gagner un temps considérable à la justice et aussi aux avocats. Parce que ça, c'est la toute dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que souvent les avocats, euh, surtout en France, sont très attachés à l'exercice de plaidoirie, alors qu'il faut être parfaitement honnête. En matière civile, je ne parle pas du social ni du pénal, hein, je parle vraiment du civil, c'est sans doute là où l'exercice a le moins d'impact. mm, Donc peut-être qu'on pourrait s'intéresser à comment on pourrait faire pour rationaliser les coûts de la justice et, il faut bien le dire, en définitive, aider les avocats à facturer plus par ailleurs dans d'autres dossiers. Donc ça, c'est une réflexion à avoir. Je n'ai pas la solution, mais je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main l'utilité de Zoom pour la procédure judiciaire. oui. Et effectivement, ça peut être vraiment très utile euh, pour ce que tu dis, gain de temps, etc. Alors, justement, dans les différentes, enfin, il y a une vigilance de la part des juridictions, il y a une différence de la part de l'Union européenne par rapport à ça, par rapport à la défense des droits de l'homme, parce que
la visioconférence pose effectivement plein de questions. Et moi, je suis comme toi pour la vidéoconférence dans certaines matières pour lesquelles on se borne à donner des explications. Ou, par exemple, en matière administrative aussi, normalement, tout se passe par écrit et on peut, de manière optionnelle, assister à des observations orales. Et bien là, ça a tout son intérêt. Et ça a aussi son intérêt pour les avocats qui, comme moi, travaillent à distance. Moi, je travaille, enfin, j'exerce au barreau de Paris, mais je ne suis pas physiquement à Paris. Et donc, pour les avocats comme moi, ce type d'audience a beaucoup d'intérêt. C'est déjà c'est déjà une modalité qui s'applique dans d'autres formes alternatives de résolution du litige, comme par exemple l'arbitrage. Et parce que l'arbitrage, voilà, c'est un peu une justice quelque part un peu de luxe et ils ont un peu plus des moyens par rapport à ça et ils sont modernisés à ce niveau-là. Ils sont un peu plus flexibles au niveau de la procédure. Mais parce que les enjeux sont des enjeux commerciaux, des enjeux civils, etc., ça touche moins à la liberté des personnes. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel de garder le présentiel autant que possible pour ce type de dossier. Alors, je pense oui. juste que ça pourrait être là où c'est un enjeu de liberté, on pourrait très bien imaginer que ça soit optionnel et qu'on laisse justement la liberté aux avocats de choisir la visioconférence quand ça leur paraît intéressant, avec aussi un accord fait avec les confrères en confraternité. Je précise sur ce point que juste après la réalisation de cette vidéo, une ordonnance du 18 novembre portant adaptation des règles applicables aux juridictions statuant justement en matière pénale, très controversée, est parue. Cette ordonnance prévoyait notamment le recours à la vidéoconférence devant les juridictions pénales sans avoir à recueillir l'accord des parties. De nombreuses voix se sont élevées contre ce texte et suite à plusieurs référés liberté, le Conseil d'État a suspendu la possibilité d'utiliser la vidéoconférence lors des audiences devant les cours d'assises et criminelles. Il considère que le recours à la vidéoconférence sans l'accord de l'accusé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Je donne un exemple pratique, vous êtes avocat à Paris, vous avez une audience par exemple, on va dire, à Clermont-Ferrand qui est à 3h30 en train de Paris. Vous savez que si vous avez une audience qui, devant un TGI, durera maximum 15 minutes de plaidoirie, vous êtes obligé de prendre toute une journée de travail. Ce qui implique non seulement de la facturation pour votre client, mais aussi vous de la perte de temps de travail. Donc, si tous les avocats sont d'accord pour que vous passiez en vidéoconférence, ça vous fait gagner peut-être 7 heures de travail. Oui, effectivement. Et est-ce que ça vous fera gagner tellement de temps de facturation? C'est une question à se poser. Parce que alors, je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui facturent le temps de transport et c'est tout à fait normal. Mais vous allez pouvoir travailler par ailleurs 7 heures de facturation sur d'autres clients. Donc, je pense que ça ne serait pas inintéressant de laisser le choix aux avocats. Donc, c'est à voir. Oui, effectivement. Et voilà. Alors, l'oratoire s'applique à d'autres domaines aussi. Par exemple, un entretien d'embauche, un exposé, un entretien avec les clients. Est-ce que tu aurais des conseils de la rhétorique dans ce cadre un peu moins solennel? Alors, ce qui est clair, c'est que moi, je suis persuadé que c'est sans doute là où l'utilisation de la parole est la plus importante. Parce que quand on y pense dans un dossier, dans 90% des cas, on est déjà, limité par la procédure écrite et surtout, on est limité par les faits. C'est-à-dire que, grosso modo, on a déjà des forces et des faiblesses avant même de parler et c'est elles qui vont sans doute décider de la décision. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même que juste par la puissance de la parole, on arrive à renverser un dossier. Ça peut arriver, mais c'est un peu plus rare. Ensuite, quand on est face à un client, un prospect ou dans un entretien d'embauche, là, en revanche, c'est uniquement par la parole que ça va se jouer. Donc, c'est pour ça que c'est sans doute l'exercice le plus noble avec la négociation. Donc, les conseils que je pourrais donner à la limite, c'est le premier, ça peut paraître le plus évident, mais je pense qu'il est même très largement sous-estimé, c'est de préparer son sujet, préparer son entretien et connaître sur le bout des doigts tout ce que l'on doit dire et qui sera susceptible de convaincre la personne en face de vous. Alors, dans un entretien d'embauche, c'est pas très compliqué, c'est son parcours. Mais c'est aussi les forces et les faiblesses de son parcours et préparer les arguments et les contre-arguments qu'on peut vous opposer quand vous avez un point à présenter. Par exemple, vous avez un trou dans votre CV de 2 ans.
ou alors vous avez terminé un contrat de collaboration au bout de 3 mois, ce qui en général est un peu suspect. On va vous demander qu'est-ce qui s'est passé, vous allez vous exposer. Toujours en vous disant, si je dis par exemple que c'est moi qui est parti au bout de 3 mois, on va dire de vous peut-être qu'elle est instable, donc il va falloir expliquer, justifier, anticiper les objections qui peuvent être opposées. Pareil, dans un rendez-vous avec un client, vous allez en fait utiliser dans les différents leviers de la négociation, de la persuasion pour essayer d'obtenir ce client. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous n'allez pas parler exactement de la même manière que si vous parliez face à un juge, typiquement. Et donc, du coup, ça, c'est sans doute une des clés de l'art oratoire, c'est connaître son public et adapter sa parole en fonction des différents publics. Et quand vous parlez à un nouveau client, bah, souvent, c'est même caricatural. C'est regarder, enfin, tous ceux qui ont fait cette expérience d'avoir été collaborateurs et de regarder comment un associé parle soit à un juge, soit à un nouveau client ou à un collaborateur, bon, on sait que les registres de parole sont totalement différents. Mais sur la parole avec un client, dans ce cas-là, en général, il y a souvent la part d'irrationnel, de persuasion et de séduction qui va rentrer en ligne de compte. Et donc, vous allez essayer de jouer sur différents registres pour le convaincre de vous choisir. C'est prouver votre crédibilité, prouver votre efficacité en parlant de succès passé, essayer de jouer sur les registres de la séduction et des valeurs en disant avec moi, vous allez gagner tant, vous allez réussir à gagner plus qu'avec un autre avocat. Et surtout, vous allez essayer de prouver que ce que tous les avocats disent, on est d'accord, mais que vous allez être plus réactif, plus rapide, moins cher, en tout cas, pas forcément moins cher, mais la meilleure offre qualité-prix possible. Ouais. Alors voilà, là typiquement, je termine par là, mais c'est typiquement en fait, là où l'art oratoire est important, c'est typiquement, il y a un argument qui est souvent utilisé par les avocats en première intention, c'est de dire je suis pas cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme les individus ne sont pas tout à fait rationnels, si vous dites à un client je ne suis pas cher, lui entend vous êtes dans la loose. Et ce qui peut paraître aussi intéressant, c'est que justement tout l'apport de la psychologie, de l'économie, des études statistiques sur la rhétorique, c'est que quand on devient cher, quand on donne à sa propre parole et à sa propre capacité de la valeur, eh bien bizarrement les clients viennent plus. C'est-à-dire que si vous dites, sur les statistiques, sur les chiffres, on est d'accord, vous faites ce que vous voulez, mais bizarrement, vous pouvez presque parfois avoir plus de clients quand vous mettez un prix de facturation légèrement plus haut que ce que vous pratiquez habituellement, parce qu'on va se dire, si il facture 500 € l'heure, c'est qu'il est efficace. C'est un raisonnement tortueux, mais il est présent chez beaucoup de personnes. Donc vous voyez, sur l'art oratoire, il faut bien comprendre les techniques, parce que tout n'est pas que raison. Il ne suffit pas d'avoir eu les meilleures notes à la fac pour être le meilleur avocat, il faut aussi savoir jouer sur ces leviers qui sont très particuliers. D'accord, merci Charles. Alors, dernière question qui sort un petit peu de… enfin, sur un ton léger. Alors, qu'est-ce qu'il dirait Aristote s'il devait s'exprimer à l'oral via vidéoconférence? Je pense qu'Aristote dirait qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde à s'approprier cet outil technique. Parce qu'en fait, si vous voulez, justement, toute l'idée de la rhétorique gréco-latine, c'était s'adapter à un nouveau système qui était la démocratie. C'est-à-dire, pour la première fois, les citoyens participaient à l'action démocratique et participaient à l'action de la vie de la cité. Donc, l'idée, c'est que la rhétorique, c'est un outil non pas pour subir les événements, mais pour en être les acteurs. Et Zoom, en un sens, c'est un événement qui vous permet, même quand vous subissez des événements comme une pandémie, à continuer à maintenir un lien avec les clients. Donc, il faut s'approprier les codes. Il faut aussi les adapter pour les rendre efficaces. Parce que, typiquement, une plaidoirie d'assises à la Dupond-Moretti, vous ne pourrez pas la faire sur Zoom. Donc, comment vous pouvez faire pour créer le même lien d'émotion avec ça? C'est typiquement les questions que Aristote se poserait aujourd'hui, je pense. C'est il regarderait, à mon avis, comment il ferait. Il regarderait des dizaines de plaidoiries, de négociations, d'événements réalisés sur Zoom, et il se poserait la question qu'est-ce qui marche pas. Et il en tirait des conclusions. C'est ce qu'il faisait lors de l'Antiquité. Il disait par exemple les jeunes sont plus sensibles aux arguments de passion, aux arguments émotionnels, les vieux sont plus sensibles à l'expérience, etc. Et il se dira tiens, quand on est sur Zoom, on n'aime pas les discours trop longs, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, et voilà le code que je donnerais. Donc moi, je pense que c'est ça plutôt comme ça qu'on raisonnerait. Et est-ce que tu penses qu'il plaiderait debout ou alors assis comme nous là? Alors, ce qui peut être intéressant, alors ça c'est un dernier conseil, je ne sais pas ce qu'Aristote ferait, parce que il faut savoir qu'à l'époque de la Grèce antique, alors déjà lui, c'était pas vraiment un avocat au sens propre du terme, et surtout dans la Grèce, la procédure était souvent écrite, c'était des logographes.
en fait, qui s'occupaient des discours. Ce qui n'était pas le cas à Rome, où justement, il y avait des avocats comme Cicéron qui, eux, marchaient. Mais alors, juste des derniers points techniques qui peut être plus intéressants que ces considérations sur l'Antiquité, ça peut falloir aussi du coup justement d'investir dans une webcam extérieure qui vous permet d'utiliser un trépied et effectivement de vous tenir debout. Ce qui peut donner, si vous avez suffisamment de profondeur dans votre appartement, une différente valeur à votre expression et à votre parole. Donc, je pense qu'il le ferait peut-être. Donc, avec un micro, par exemple, on peut mettre un micro et être debout et parler. Et effectivement, là, il y aurait la posture aussi. Est-ce qu'on va plaider en robe aussi? Il y a toutes ces questions oui. j'imagine qu'on plaide en robe devant les juridictions encore. Hein. Mais c'est vrai qu'être en robe, par exemple, chez soi, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'audience, quoi, à tout ce cadre solennel. Donc, moi, pour ma part, j'espère que ça ne va pas disparaître dans le futur, hein, que ça ne va pas disparaître. Hein, les audiences, il y a un côté sacré et solennel et beau, en fait. Il y a une vraie beauté à la plaidoirie. Je pense que l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes sont devenues avocats, même encore aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pour les tribunaux, c'est pour les mettre une robe d'avocat, avoir l'impression de faire partie de la justice et de l'outil de justice dans un pays démocratique, même si on sait, au bout de 20 minutes d'exercice de la profession d'avocat, qu'en réalité, on parle le but de la profession d'avocat, c'est tout à fait autre chose, c'est facturer, avoir des clients et sans doute passer plus de temps derrière un ordinateur que devant un tribunal. Donc, ça va être difficile de supprimer ça. Et je pense que ce n'est pas le but, fondamentalement. Mais après, je pense que l'outil Zoom va être indispensable dans les années à venir, dans les semaines à venir en tout cas, et que ça, on ne peut pas y couper, il faut le savoir l'apprivoiser. Ouais. Donc, il faut apprendre à faire la réalisation, il faut être débrouillard. De toute façon, c'est un truc général dans la profession d'avocat. De la même manière qu'on a appris à utiliser une photocopieuse, il faut apprendre à utiliser une webcam. Donc, il va falloir être débrouillard pour pouvoir être les plus efficaces possibles, surtout quand on est des avocats nomades. Et effectivement, merci beaucoup. Donc, le plus efficace et les plus convaincants possible. Donc, merci beaucoup, hein, Charles, pour ton intervention. Et puis, j'invite à tous ceux qui ont aimé cette intervention à partager cette vidéo sur l'art oratoire à l'ère digitale. Vos commentaires sont précieux pour continuer ce travail et aider cette chaîne, bien sûr, à s'améliorer de jour en jour. Merci beaucoup, Charles. À bientôt. À bientôt.